Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le campus Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Lorraine pour assister à la finale régionale 2025 de ma thèse en 180 secondes. J'ai entendu certains supporters, je crois que vous êtes venus en nombre pour encourager vos candidats, ils sont 11, ils sont là, je vous les présenterai dans un instant. Bonjour à ceux qui nous regardent via la chaîne YouTube de l'Université de Lorraine, merci à vous d'avoir réservé votre soirée pour nous. Vous êtes de plus en plus beaux et de plus en plus vieux aussi, ça fait 14 ans qu'on se retrouve. D'ailleurs, à mon avis, il y en a qui sont là depuis le début. Qui parmi vous a assisté à plus de 10 finales de ma thèse en 180 secondes? Effectivement. Clotilde Boulanger, elle est hors jeu. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, j'ai l'impression d'en voir tous les ans. C'est vrai que c'est certes un exercice de médiation scientifique auquel vous allez assister, mais c'est aussi un show, c'est un spectacle et vous avez votre part bien sûr dans cette soirée, vous allez pouvoir les encourager, applaudir, soutenir, bon, bien sûr avec la plus grande gentillesse, ça je le sais également. Est-ce qu'on peut s'entraîner? Est-ce que vous savez applaudir? Oui. On avait des lycéens cet après-midi, c'était un tout petit peu plus chaud que vous, si je puis me permettre. Hein, voilà. Bon. On va recommencer, mais cette fois-ci en situation. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Madame la Présidente de l'Université de Lorraine, Hélène Boulanger. Alors, on dit sur la petite croix blanche, 180 secondes. On fait comme ça? C'est pas ce qu'il y avait sur ma note, hein, c'était pas 180. Ah bah alors vous faites comme vous voulez, Madame la Présidente. Okay. Déjà pour dire que je suis sans Edwige Elmer-Laurent ce soir. Effectivement. Je vais donc pouvoir prendre toute la place sur la croix blanche, sans personne pour me la contester. C'est pas trop mal. Bonjour Edwige, parce que je pense que tu dois nous regarder à distance. Mesdames et messieurs, chers et chers amis, c'est un plaisir pour moi que de vous accueillir dans cet amphithéâtre auquel je suis très attachée, puisque j'ai fait cours pendant de nombreuses années, le jeudi matin à 8 h. Il n'y avait pas de croix blanche. C'était quand même un tout petit peu plus facile. Je vais m'exprimer assez rapidement, parce que c'est pas moi que vous voulez entendre. Par un premier moment un peu solennel. Un deuxième moment encore plus solennel mais très joyeux, et un troisième moment d'une grande intensité, c'est extrêmement solennel. Ok, 3 moments. Ça va? Ça va. Allez-y, premier moment. Et j'avais pas que 180 secondes sur ma fiche, hein, vraiment. Premier moment solennel, c'est pour vous parler un petit peu de science et des rapports entre science et ses sociétés. Et j'élargis aux rapports entre science et démocratie. Nous sommes aujourd'hui environnés par une actualité qui doit nous rappeler que la science est un des piliers de la démocratie, que c'est par les travaux des scientifiques et par leur capacité à les partager avec le reste de la société que nous faisons barrage aux fausses informations, aux actes de propagande mal intentionnés, aux fake news, pour reprendre un propos favori d'un président qui n'est pas moi. Soutenir la science, c'est soutenir la démocratie. Fragiliser la science, c'est fragiliser la démocratie. Bon, c'était un petit moment un peu solennel, mais il me semble nécessaire de rappeler que toutes les personnes que vous allez voir ce soir sur scène sont des doctorants et des doctorantes, qui sont engagés comme tous mes collègues dans une grande aventure qui est celle de la connaissance. Nous ne cherchons pas à construire des croyances. Nous cherchons à établir des faits, nous nous appuyons sur des données, nous nous appuyons sur une démarche scientifique et notre rôle, c'est de rendre service à la société dans tout son ensemble. Donc je vous demande déjà dans un premier temps de bien vouloir les applaudir et bien vouloir applaudir tous les scientifiques du monde entier. Deuxième moment, encore un peu plus intense. Est-ce qu'il y a des Lorrains dans la salle? Est-ce qu'il y a des Lorrains dans la salle? Cette année, la finale lorraine est une finale mondiale.
Ce qui n'est que justice rendue à la Lorraine. Bon, là, personnellement, j'aurais préféré que ça soit pour les Vosges. Mais bon, avec la Lorraine, on va faire aller. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, l'organisation qui est au-dessus de nous a en effet décidé d'insérer subrepticement, comme ça à la dernière minute, une finale régionale au niveau de la région Grand Est. Et avec toutes les universités du Grand Est, on a décidé qu'on n'était pas en situation d'organiser quelque chose de correct cette année. Donc il n'y aura pas de finale régionale. Et nous avons décidé tous ensemble, tous les présidents des universités du Grand Est, de ne pas participer à la finale nationale. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la finale mondiale de ma thèse en 180 secondes pour le monde qu'est la Lorraine. Et puis, dernier petit moment, vraiment Nathalie, je suis désolée parce que je ne me suis pas chronométrée. Dernier petit moment, très intense, partager la science. C'est le travail, c'est l'œuvre de l'université, de nos partenaires, notamment les organismes nationaux de recherche. Partager la science, ça veut dire que l'université, nos unités de recherche, celles que nous avons en commun avec les organismes nationaux de recherche, sont des unités qui sont là, sont des composantes de formation qui sont là pour permettre à chacune et à chacun de se réaliser au meilleur de ses possibilités. C'est une question d'accessibilité, c'est une question de diversité. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre 10 personnes identiques dans une pièce, de voir ce que ça donnait. Pas grand-chose en fait. Donc l'université, c'est un lieu de diversité, elle doit le rester, et surtout nous avons une responsabilité très forte, dont je suis très fière et dont nous sommes toutes et tous très fiers à l'Université de Lorraine, c'est d'accueillir toutes les diversités et de laisser à chacun et à chacune la possibilité de se réveiller, et réveiller aussi, des fois le matin, parce que je faisais cours ici le jeudi à 8h, de se révéler au mieux de ses possibilités. Nous sommes une université inclusive, et ça aussi, j'en suis très fière. Ça veut dire que nous accueillons des personnes de tous horizons. Et nous avons notamment une politique de formation à destination des personnes en situation de handicap. Ce soir, vous allez voir un doctorant qui a un handicap. Ça fait partie des handicaps qui ne sont pas visibles. C'est-à-dire quand vous allez le croiser dans la rue, vous ne vous en rendrez pas compte. Et vous ne le savez peut-être pas, ici dans cette salle, mais les personnes qui ont un handicap visible peuvent porter ce... Comment ça s'appelle ça? Cordon tournesol. Cordon, voilà, cordon, c'était le mot cordon qui m'échappait. Un cordon tournesol qui est connu des gens qui sont formés pour pouvoir les accompagner et les aider quand ils sont en situation publique, dans la rue, dans un aéroport, dans une gare. Ce cordon tournesol rend visible l'invisible. Et je suis mais vraiment extrêmement fière. Et là, je fais un salut à Clotilde Boulanger parce qu'elle sait à quel point ça fait 3 ans qu'on travaille d'arrache-pied sur ce sujet toutes les deux. Je suis extrêmement fière que l'Université de Lorraine soit ouverte à toutes et à tous, quel que soit leur horizon, quelle que soit leur origine, quel que soit ce qui les fait comme personne. Nous sommes là pour vous aider, pour vous accueillir, pour vous accompagner aussi loin que vous voudrez aller. Bonne soirée à toutes et à tous, et vive la Lorraine! C'est toujours un plaisir de l'écouter, notre présidente, la présidente de l'Université de Lorraine, Madame Hélène Boulanger. Donc vous le savez, ou ne le savez peut-être pas, mais des prix vont être remis lors de cette finale mondiale de ma thèse en 180 secondes. 5 prix très exactement. Alors il y en a un, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais qui a déjà été donné cet après-midi, c'est le prix des lycéens. Il y avait ici plusieurs classes de première et de terminale venues de la Lorraine entière, et ils ont écouté nos 11 doctorants, et ils ont choisi celui ou celle, suspense, qu'ils préfèrent. Le prix a donc été remis, on vous le dévoilera en fin de soirée. Mais il y a 4 autres prix. Il y a 3 prix
remis par un jury. Et maintenant, ils sont là, ils sont beaux, ils sont soudoyables. Là aussi, je vais vous les présenter dans un instant. Et puis, un prix qui est le vôtre, le prix du public. Vous allez pouvoir voter après les 11 passages. Je ne sais pas si vous avez vu en entrant, il y a des urnes derrière vous. Ben, il faudra mettre dans l'urne un petit jeton, je ne sais pas ce qu'on vous a donné, qui vous permettra de compter votre voix. Alors, pour ce faire, on va quand même vous demander de regarder certains critères. Ceux qui ont assisté aux 14 finales vont se dire, elle répète tous les ans la même chose. Ah oui, parce que les critères ne changent pas. Le premier critère, c'est le talent d'orateur. Est-ce que les doctorants, les doctorantes ont la voix claire? C'est parfois un petit peu compliqué quand on est stressé. Est-ce qu'il y a une certaine présence sur scène, comme Madame la Présidente? Est-ce qu'il y a du rythme? Est-ce qu'il y a de la fluidité? Bref, c'est ce qu'on appelle le talent d'orateur. Le deuxième critère, c'est la médiation. Alors, qu'est-ce que la médiation? C'est faire en sorte qu'on comprenne ce qu'ils disent. C'est qu'on ait compris les sujets parfois ardus de leur thèse, qu'ils aient utilisé un langage accessible, des images, des métaphores. C'est ce qu'on appelle la vulgarisation. Le troisième critère, c'est la structure de l'exposé. Est-ce qu'il y a un début, un milieu, une fin? Est-ce que tout ça est dans l'ordre? Est-ce que ça se tient? Est-ce que c'est clair? Bon, je pense que ça, tout le monde l'a compris. Et puis le quatrième, c'est peut-être celui qu'on peut le moins bien expliquer, c'est le coup de cœur. Voilà, il y en a un ou une qui va vous plaire pour une raison que vous ne saurez expliquer plus qu'un ou une autre. Vous pouvez aussi mettre un petit plus sur ce candidat-là. Donc notez bien tout cela, le jury vous faites pareil, et puis votez bien à la fin des 11 passages. Ils sont là nos jurys, est-ce qu'on peut les éclairer? Bon, ils brillent parce qu'ils sont brillants, ils sont beaux, ils sont intelligents, c'est pour ça qu'on les a choisis. Laurent Arnold est au milieu. Laurent Arnold, il est comédien. Si vous avez fréquenté avec vos enfants le rendez-vous des Moutards à Tomblaine, Théâtre de la Source, Théâtre en Quitte, vous avez forcément croisé Laurent Arnold, qui pendant quelques années a formé d'ailleurs les doctorants de ma thèse en 180 secondes. Alors, je ne les fais pas dans l'ordre, hein. Olivia Brenner. Madame Brenner, vous êtes la directrice adjointe de la communication, chargée de la communication recherche à l'Université de Lorraine. Ils vont vous faire de l'ombre, hein, parce qu'ils communiquent super bien. Hein. Vous allez voir ça, ça fonctionne très très bien. Maxime Lehambre, qui est le responsable de la Cité des Paysages. Vous savez où c'est la Cité des Paysages? Oui, tout à fait, sur la colline inspirée. C'est un établissement du département de Meurthe-et-Moselle. Et vous avez gentiment accepté l'invitation de l'université aujourd'hui pour assister à cette finale. Cédric Senlis, où est-il? Cédric, ici, c'est le directeur de la vie universitaire et de la culture. C'est la chouille ou c'est autre chose? Oh, vous me direz ça tout à l'heure. Je coupe le sifflet, il ne va même pas répondre. Ludovic Vautier. Ludovic, il est plus à l'aise cette année parce que l'année dernière, il était là-haut. Ludovic a remporté le premier prix du jury l'an passé. C'est lui qui nous a représentés parce que la finale mondiale n'avait pas lieu ici l'année dernière. Donc il a dû se déplacer à Nice pour la finale nationale. Il a gentiment accepté de revenir. C'est plus confortable d'être là? Oui, un petit peu, hein, quand même. Et puis, je termine par le plus important parce que c'est le président de ce jury. Vous ne le saviez pas? Vous ne l'avez pas dit? Ouais, il en faut un, donc c'est tombé pour vous. Jean-Paul Rossignon, qui est chargé de mission SAPS, on expliquera ce que veut dire cet acronyme, directeur adjoint INSPE et directeur de la Maison pour la science en Lorraine. Monsieur le Président, vous aurez un rôle très important, parce que je vais vous donner quand même les règles du jeu, elles sont très rapides. Vous allez voir 11 candidats, ils vont se présenter devant vous, un chronomètre va se mettre en route, vous le verrez là. Ils ont 3 minutes, le temps d'un brossage de dents. Bon, parfois c'est moins, hein. Ça peut être long, voilà. 3 minutes. Pour exposer leur recherche, ils s'appuient sur, alors vous le verrez derrière, il y a un dessin, une seule slide, pas plus. Et puis il y a la petite règle, Monsieur le Président, écoutez bien, enfin il y en a d'ailleurs 2. La première, c'est qu'ils peuvent faire moins que 180 secondes. S'ils font 80 secondes, tant pis, quoi, voilà, c'est comme ça, mais c'est accepté. S'ils font 181, 182, c'est éliminatoire, Monsieur le Président, pas de recours. Voilà. C'est un petit peu cruel, mais c'est ainsi. Et puis, il y a l'incident. On croise les doigts, ce n'est pas arrivé cette année, un incident technique, voilà, quelque chose qui fait que le candidat ne peut pas aller jusqu'au bout. Je me tournerai vers vous, monsieur le Président, et ce sera à vous de me dire, oui, c'est un incident indépendant de leur volonté, on peut recommencer, ou non, c'est un incident voilà, qui aurait pu être évité, ou non, on ne recommence pas, et le candidat s'arrête là. C'est quand même une certaine responsabilité. Hein. Vous pouvez les applaudir, mesdames et messieurs, les membres du jury. Bon, vous voulez les voir, nos 11 doctorants? Oui, hein? Alors ils vont monter sur scène. Mesdames et messieurs, voici Stella, Jimmy, Vincent Thomas, Ikram,
Federico, Kauta, Léa, Clarisse, Chloé, Merlin et David. Go Léa. Allez donc. Il n'y a qu'un fan club pour Léa? Non. Go Clarisse. Ouais. Qui d'autre? Pas quelqu'un qui peut faire mieux? Bon, ben on verra au fur et à mesure. En tout cas, on sait qu'il y en a déjà 2 qui sont soutenus par la moitié de la salle. Hein. Bon. Merci beaucoup, jeunes gens. 6 filles, 6 dames, 6 messieurs. 5 messieurs, pardon. 6 et 6, 11, bien évidemment. Je vous laisse rejoindre la scène, vos places, et nous allons démarrer. Vous pouvez les encourager encore, hein, le temps qu'ils regagnent leur siège. Passer en première position, ce n'est jamais facile. C'est pourquoi je vous demanderai d'applaudir peut-être un peu plus pour encourager, pour lancer cette soirée, Madame Stella Zografou. Bonjour. Stella est kiné. Déjà, c'est la première chose que je dois vous dire. Elle effectue sa thèse au laboratoire Développement Adaptation Handicap, le DEVA, et au centre de réhabilitation de Flavigny, que vous connaissez peut-être. Elle est en 2e année de thèse et son travail porte sur la rééducation par activité impliquant le tronc chez des jeunes enfants ayant une paralysie cérébrale. Stella, c'est toi qui vas ouvrir le bal. Tu démarres quand tu veux. Tu as 3 minutes. Quand j'étais petite, j'avais un camarade de classe qui marchait sur la pointe des pieds. Je le regardais avec curiosité. Mais pourquoi il ne marche pas comme moi, comme toutes les personnes? En grandissant, j'ai appris que cet enfant était atteint de paralysie cérébrale, une pathologie qui rend la marche et d'autres activités physiques compliquées et qui se développe surtout chez les enfants prématurés. À ce moment, j'ai étudié une nouvelle approche rééducative. Actuellement, la kinésithérapie se focalise plutôt sur les étirements des membres inférieurs pour bien détendre les muscles contractés. Mais moi, j'ai décidé de changer les règles du jeu et je m'attaque au tronc. Ce tronc est comme le chef d'orchestre de notre équilibre, car il représente 60% de la masse corporelle. Lorsqu'il n'est pas stable, les musiciens ici, les bas du corps, sont obligés d'improviser pour compenser. Et devinez comment elle improvise? En marchant sur la pointe des pieds. Parce que parfois, les problèmes se voient au niveau des pieds, mais en réalité, les coupables se cachent plus haut. Là, de la stabilité du tronc. Dans mon travail, j'essaie de réveiller le tronc et de lui donner les bonnes partitions. Je dois créer des exercices ludiques à 4 pattes sur un tapis glissant afin de renforcer cette zone. Tout se déroule en collaboration avec une équipe aussi bien coordonnée que celle d'une chorale. Les médecins, les kinés, les parents et bien sûr les enfants. Les enfants qui pleurent à l'idée de passer plusieurs heures à se faire évaluer. Encourager à entendre un bras ici, à se lever un genou là. Ce n'est pas toujours de gâteau pour eux, ni pour moi d'ailleurs. Mais avec un peu de patience et en faisant les clowns, j'ai fini par y arriver. Mon objectif final, que ces enfants puissent marcher normalement, que ces enfants puissent aller à l'école, participer à des activités sportives avec leurs amis. Mais au-delà de la marche, il s'agit aussi de leur donner les moyens de s'épanouir pleinement, développer leur confiance en eux-mêmes et leur autonomie. Alors, je vous l'accorde, c'est un travail de longue haleine, mais imaginez ma satisfaction. Ma satisfaction de voir ces enfants gérer mieux leur équilibre et poser leurs pieds bien plats avec les talons, comme des vrais stars de la marche.
Et moi, je peux enfin vous dire, mission accomplie, maestro. Merci. Stella Zografou. C'est notre richesse à l'Université de Lorraine. Des gens du monde entier viennent étudier chez nous. Et Stella, vous l'êtes peut-être demandé d'où vient cet accent charmant. Stella vient de Grèce. Il y aura d'autres doctorants venus d'au-delà de nos frontières ce soir. Je vous demande d'accueillir maintenant Jimmy Villez. Jimmy, dans le civil, est prof d'histoire géo à Longwy. Comme ça qu'il finance sa thèse, qu'il effectue au Centre de recherche universitaire lorrain d'histoire, le CRUL. Il a fait de sa passion la musique, la guitare, son sujet de recherche. Utilisation et impact de l'histoire dans la musique métal. Jimmy, c'est quand tu veux. La bataille de Verdun a duré 303 jours. Oui, c'est la plus longue bataille statique de la Première Guerre mondiale. Comment j'ai su ça? Pas dans les cours de Madame Pandoli, ma prof d'histoire au lycée, ni à la bibliothèque universitaire, non. Je l'ai appris dans la chanson Fields of Verdun du groupe suédois Sabaton. Assister à l'un de leurs concerts, c'est comme être plongé dans un cours d'histoire à 100 décibels avec des tanks, des lance-flammes et des solos de guitare. Et c'est ça ma recherche, l'histoire dans le métal. Vous savez, les barbus qui font de la guitare en secouant la tête comme ça. Donc pour faire ma recherche, je dois écouter énormément de musique. Je m'appuie sur des groupes qui vont traiter des vikings, car les vikings, c'est violent, et ça colle très bien avec ce style musical qui l'est encore plus. Les atrocités du XXe siècle et le devoir de mémoire sont au cœur des compositions des métalleux qui vont s'exprimer au travers des chants, des langues utilisées, des décorations sur scène ou des instruments. Les pochettes d'albums se prêtent aussi très bien à ma recherche. Le passé de l'homme est assez sanguinaire, ce qui est parfait pour l'image d'un disque de death metal. Je plonge alors dans l'art et ses peintures anciennes du Moyen-Âge et de la Renaissance. Je déchiffre les blasons. Mais si, là, les fleurs de lys et les lions. Et à force de creuser, je tombe sur des trucs improbables. Je découvre un groupe qui écrit sur Rome et ses empereurs. En même temps, Caligula et ses orgies, Néron et son incendie. Ça donne des textes bien vénères. Les textes, parlons-en. Il faut les lire, car dans le métal, pour vous, simples mortels, ce sont des hurlements. Souvent poétiques, on se rend vite compte du travail de recherche et d'écriture des artistes. Il me faut alors les décortiquer et les analyser, car certains ont parfois cherché des origines douteuses. Alors pour ça, j'enfile mon plus beau t-shirt noir et je vais sur le terrain. Concert, festival, Hellfest, et j'observe, j'écoute. Bon, je fais un pogo de temps en temps. J'interroge le public. Je réalise aussi un rêve, je fais des interviews. Quel est le rapport des artistes à l'histoire? Ce n'est pas facile, mais ça fonctionne. J'apprends tellement de choses, je redeviens lycéen et je dois retourner me plonger dans les livres pour vérifier et comprendre. Aussi, dans cette recherche, je m'intéresse à comment les 60 dernières années ont impacté ce genre musical. Incompris bien souvent, il a dû faire face aux évolutions de la société, de la fin des Beatles à la peur du feu nucléaire. Il en est une échappatoire par sa force et sa puissance. Je veux vous montrer que nous, métalleux, sommes plutôt bien intégrés socialement. Nous ne sommes pas juste des gens hydratés à la bière se rentrant dedans en concert. Nous sommes juristes, médecins urgentistes, fleuristes, voire profs. En fait, je crois que le mélange, Madame Pandoli, métal et bière, a fait de moi le prof d'histoire géo qui se tient devant vous et qui fait cours à ses élèves de 3e sur Sabaton. Ouais. Je pense qu'on peut lui accorder le tout pile. Le micro est retombé sur 180 secondes. Merci beaucoup, Jimmy. Nous allons accueillir maintenant notre 3e candidat. Il s'appelle Vincent Thomas Barouillet.
Vincent Thomas est psycholinguiste. Alors, il va vous expliquer tout ça dans un instant. Il est en fin de thèse. Et tu as tenu, Vincent Thomas, que je précise que ton financement est fait via la campagne handicap du ministère. Tu viens de Bordeaux. Tu travailles au laboratoire analyse et traitement informatique de la langue française, c'est l'ATILF, vers une formalisation automatisée des déviations à la logicité dialogique du discours pathologique du sujet schizophrène. J'ai pas compris, hein. On va simplifier ça, hein, on va simplifier. Il va vous expliquer en 180 secondes. C'est quand tu veux. La schizophrénie est un drame, pour les patients comme pour leurs proches. Délire, voix, hallucinations, sentiments de persécution, retrait social. La vie des personnes schizophrènes est donc particulièrement difficile. Ces symptômes peuvent être atténués par les neuroleptiques, mais ces médicaments ont à leur tour des effets secondaires terribles. Apparition d'une poitrine chez les hommes, mouvements involontaires et douloureux, obésité. Ayant dressé ce tableau, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'un schizophrène sur 5 meurt par suicide. Il est donc capital de parvenir à anticiper cette maladie pour éviter qu'elle se déclare. Pour cela, je développe un outil d'intelligence artificielle visant à repérer dans le déroulement du discours des ruptures. Cette notion fondamentale est au cœur de mon travail. Pour bien comprendre, voici un exemple entre une patiente et un psychologue. Vous savez, depuis que je suis arrivé à l'hôpital, j'ai arrêté de penser. La preuve, c'est que je n'ai pas dit un mot, je n'ai pas ouvert la bouche et vous ne pourrez rien y changer. Mais vous me parlez bien, moi. Oui, mon beau-père est incontinent, comme un bébé. Dans ce cas, la patiente a brisé la conversation par une rupture. Or, il a été démontré que ces manifestations récurrentes dans le discours schizophrénique sont des signes avant-coureurs de la pathologie. Pour l'heure, elles s'observent sur des enregistrements retranscrits puis analysés manuellement. Mon but est de modéliser informatiquement le discours sous l'angle du repérage des ruptures afin de rendre le traitement automatique pour permettre d'anticiper le trouble. Le système d'intelligence artificielle que je développe n'est pas encore opérationnel, mais toute sa base théorique est au point. Par un système automatique d'enregistrement et de retranscription du discours en temps réel, il sera bientôt possible, au fil d'une consultation médicale, d'effectuer la reconnaissance d'éventuelles ruptures. Et cela grâce à un système de comparaison logique des segments de discours du patient d'une part et du psychologue d'autre part. Si ces deux ensembles de segments entrent en dissonance, alors une rupture est identifiée et on pourra dire que la personne présente un risque psychotique. Elle devra, dans ce cas, être aiguillée vers un professionnel qui pourra mettre en œuvre un soutien familial, social et comportemental. Ainsi, la maladie ne se déclarera pas et nous pourrons éviter à toutes ces personnes de prendre un traitement neuroleptique lourd de conséquences. C'est un tout pile, mesdames et messieurs. Et il l'a fait 2 fois, parce qu'il l'a déjà fait cet après-midi. Vincent Thomas Barouillet. Ah, ils sont forts, hein. Moi, je vais aller voir les membres du jury qui m'ont l'air très concentrés. Alors, celui qui est le plus, on va dire, proche des candidats, c'est Ludovic, parce qu'il était à leur place l'année dernière. On est préparé pour faire ça, Ludovic, hein. On est formé. Toi, tu avais été formé. Oui, c'est ça. Ouais. Cette année, c'est Cécile Bouzon et Adrien Gucci, je ne sais pas si c'était les mêmes l'année dernière, qui sont des acteurs, des spécialistes en fait du théâtre, qui ont proposé des formations. Il y a même du théâtre d'improvisation pour réussir à faire ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce concours? Alors, je vais dire, dans un sens, la paix, parce qu'on ne me demande plus ce que je fais dans ma thèse. Maintenant, je peux directement rediriger vers... MT180. C'est la petite vidéo qui est toujours en ligne. Ça. Mais non, sinon, plus sérieusement, c'est vrai que ça tranche en fait par rapport aux présentations que l'on fait au laboratoire ou en congrès où c'est à nos pairs en fait. Là, ça m'a apporté vraiment le meilleur choix des mots
pour pouvoir s'adresser à un autre type de public en fait. Quelle est la difficulté? Parce que quand on les voit là sur scène, on se dit, bon, ça a l'air hyper simple. Non. Non, parce que déjà on a envie d'en dire beaucoup plus, forcément, d'expliquer beaucoup plus de notions. C'est 3 ans, hein, une thèse au minimum, voilà. C'est ça, donc c'est pas simple à expliquer, puis on peut avoir des idées qui fusent partout et on sait qu'on doit réussir à se cantonner à ce fil conducteur et à s'adapter bien évidemment là aussi à tout un chacun. Toi, Ludovic, t'es éleveur de bactéries, c'est ça? C'est Au ça. LRGP. Elles sont toujours là. Et ton projet, c'est toujours de faire de la bière? Tu peux peut-être aller voir avec Jimmy. De la bière? Ah non, moi, c'était pas la bière. Ah, tu veux pas faire de la bière, des bactéries? Voilà, je peux faire ça Ouais. en bonus, mais pour l'instant, ça s'éloigne un peu du sujet principal. 3e année de thèse après, bientôt finie. C'est ça. Bon. Bon, encore une grosse ligne droite, mais on y croit. Tu nous envoies la date? Hein, Alors, on elle n'est ira, pas on sera fixée, tous elle est pas invités, fixée encore, ce sera fin d'année 2025. au pot. Cédric, directeur de la vie universitaire et de la culture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce titre? C'est quoi la vie universitaire et la culture? La culture, je sais, mais vie universitaire. Chouille? Je suis la personne qui touche les pots de vin, je crois. C'est ça. La présidente Chouille est en aussi, bout. oui, évidemment. Ouais. Non, ça recouvre un champ très très large. Par exemple, ce soir, c'est très intéressant. On est dans un moment culture, un moment de partage, un moment de vie universitaire, mais un moment connecté aussi avec les enjeux de l'établissement. Les doctorants ont été formés. Les doctorants travaillent sur des véritables sujets, sont de jeunes chercheurs, et la lame de fond de cet événement, c'est évidemment de les acculturer à la médiation scientifique. Ils vont manipuler des concepts, et l'idée c'est qu'ils puissent les partager, parce que partager la science, c'est extrêmement important. Alors soyons un petit peu chauvin, il y a très régulièrement des classements des universités, on aime bien faire ça en France, hein. Et ce qui est plébiscité, souvent chez nous, c'est la vie universitaire. Alors c'est vrai qu'on est une ville universitaire et il y a une vie universitaire réelle ici. Il y a une vie universitaire qui est réelle à Nancy, c'est une belle ville universitaire, mais pas que, dans toute la Lorraine, il y a une vie universitaire. L'idée, c'est effectivement que l'université ne soit pas fermée sur elle-même, et on travaille effectivement en lien avec beaucoup de partenaires sur le territoire. Ouvrir nos espaces, amener aussi notre communauté vers les espaces, sur des lieux culture, sur des temps de partage. On parle de science, mais on peut parler d'art aussi, ce sont aussi des sujets qu'on manipule à l'université. Et le plaisir, c'est quand on arrive à mixer en fait ces deux dimensions entre art et science. Allez, une grande date, un prochain rendez-vous, qu'on se donne tous ensemble rendez-vous. Il y en a tellement, c'est difficile, hein. Vous êtes très très dur. Non, j'ai horreur de faire ça parce que je vais oublier tout le monde. Alors je vais vous dire, le grand... on est diplomate aussi. Oui, totalement. Il faut aussi être diplomate, ça va avec les pots de vin. Peut-être la rentrée. La rentrée est un moment important à l'université. C'est un moment important pour l'ensemble de la communauté, qu'on soit étudiant, étudiante ou personnel de l'établissement. On a des grands moments de connexion, notamment avec nos étudiants, parce que vous savez qu'un étudiant, il a une vocation, c'est finalement quitter le giron universitaire à un moment ou à un autre. Alors certains restent longtemps, hein, comme moi. Mais certains deviennent présidents de l'université, ils passent toute leur vie à l'université, voilà. Mais non, les temps de rentrée sont extrêmement importants, donc je vais citer effectivement ces temps de connexion et d'accueil sur l'ensemble des campus de l'Université de Lorraine. Ça va effectivement de ce qui peut se passer sur ce campus-là, avec des assos, à la fac des sciences, partout, je vais en oublier, à Metz aussi, avec Metz l'étudiante, à la rentrée, beaucoup de choses. On cite bien toutes les villes, hein, pour ne pas se faire taper sur les dossiers, il a bien appelé sa partition. Pardon. Bon, merci beaucoup, bossez bien, ne copiez pas les uns sur les autres, je vois que vous êtes très studieux. Votre rôle est important. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre 4e doctorante. Elle s'appelle Ikram Hamdioui. Ikram est ingénieure en automatisme et informatique industrielle. Elle travaille au laboratoire Lorrain de recherche en informatique et ses applications. C'est le lauréat en co-tutelle avec l'Université internationale de Rabat au Maroc. Son travail, vous voyez, c'est marqué « Jumeaux numériques basés sur l'Internet des objets et l'intelligence artificielle pour les véhicules électriques Ikram, 180 secondes ». Vous êtes confortablement installé dans votre voiture électrique. La fenêtre ouverte, le visage caressé par une brise légère. Tout est parfait. Jusqu'à ce que... Pip pip! Une alerte retentit sur le tableau de bord. La batterie est presque vide. Quoi?
Je viens à peine de la recharger. La panique s'installe, vous cherchez désespérément une station de recharge et attendez. Et si votre véhicule peut détecter ce dysfonctionnement dès son apparition, afin d'éviter ce moment de stress. C'est là qu'intervient la technologie du jumeau numérique. Mais attention, ce n'est pas seulement un outil pour signaler des problèmes. C'est une réplique virtuelle, un miroir de votre véhicule, un compagnon invisible alimenté par l'intelligence artificielle, capable de prévoir et de gérer ses besoins avant même que vous ne vous en rendiez compte. Mon objectif, c'est développer ce jumeau numérique pour les voitures électriques et transformer votre expérience de conduite. Comment ça fonctionne? Je divise le véhicule électrique en plusieurs sous-systèmes. La batterie, le moteur, le système de gestion thermique, et je les modélise séparément. Cette approche, appelée co-simulation, permet d'analyser et d'optimiser chaque composant de manière précise. Prenons la batterie. J'ai travaillé sur l'estimation de l'état de charge, un élément crucial. J'ai collecté des données grâce à un protocole qui permet de capter en temps réel des informations détaillées sur le véhicule. Ces données, que j'ai personnellement recultées sur des véhicules en circulation, m'ont servi à entraîner des modèles d'apprentissage automatique capables de prévoir l'état de charge. Résultat, on peut ajuster son utilisation pour prolonger sa durée de vie et améliorer votre expérience de conduite. Mais ce n'est pas tout. Le système de gestion thermique joue également un rôle important. En réglant la température de la batterie, cela garantit des performances optimales et une consommation d'énergie plus efficace. Et dans tout cela, l'intelligence artificielle joue un rôle central dès le début du processus. C'est le cerveau qui analyse les données et anticipe les besoins de véhicules en temps réel. Active une maintenance prédictive, réduisant ainsi le risque des pannes imprévues. Avec cette approche, je ne crée pas seulement un modèle virtuel. Je conçois un outil capable d'optimiser l'efficacité des voitures électriques, d'anticiper leurs besoins et de rendre chaque trajet plus serein. C'est un pas de plus vers un futur plus intelligent et durable, où l'autonomie et la tranquillité d'esprit sont enfin au rendez-vous. Merci. Ikram Hamdioui du Lauria. Le doctorant qui va monter sur scène a découvert Nancy en Erasmus. C'est vrai que tous les ans, nous accueillons des étudiants du monde entier. C'est souvent en 3e année d'études supérieures. Et puis, beaucoup de Lorrains partent partout en Europe. Il s'appelle Federico Rizzolo. Après son Erasmus, Federico est reparti en Italie, à Ferrare, et puis il est revenu faire sa thèse ici. Il est juriste. L'Institut François Génie l'accueille, en co-tutelle avec la faculté de droit de l'Université de Ferrare. Federico, tu es en 2e année, tu travailles sur l'impact de la réglementation européenne sur l'attribution de la responsabilité pénale dans le cadre de la production de systèmes d'intelligence artificielle, et tu as 180 secondes. En 2023, en Belgique, un homme souffrant d'éco-anxiété s'est donné la mort après avoir conversé pendant plus d'un mois avec Elisa, un chatbot thérapeute, qui l'avait lui convaincu de se sacrifier pour le bien de l'humanité. Un chatbot thérapeute est un système d'intelligence artificielle qui simule une conversation avec un être humain pour lui apporter un soutien psychologique. Faites attention, parce qu'au cours de ces relations synthétiques, les personnes livrent au chatbot toutes sortes d'informations intimes, c'est-à-dire leur habitude d'achat, leur orientation politique, religieuse, sexuelle. Et les entreprises ont tout intérêt à ce qu'on utilise le plus de temps possible les chatbots, ça pour récupérer un maximum de données, à intérêt commercial. Des personnes vulnérables, de plus en plus isolées, et dépendant d'une intelligence artificielle qui n'est pas réellement capable de comprendre leur état émotionnel. Ça ne vous fait pas peur?
Moi, j'ai peur. Et comme je suis doctorant en droit, j'ai décidé d'orienter mes recherches vers l'élaboration de solutions juridiques pour responsabiliser ceux qui commercialisent ces chatbots thérapeutes. Une solution juridique qui passe par l'utilisation de l'arme la plus forte dont dispose historiquement un État, le droit pénal. Mais le droit pénal, elle est aussi une arme à double tranchant parce qu'avec le droit pénal, l'État protège les droits fondamentaux, mais restreint les libertés individuelles de l'accusé. Et ça, c'est la raison pour laquelle, afin d'attribuer une responsabilité pénale, il est toujours nécessaire de prouver l'intention ou la prévisibilité du préjudice. Mais prouver l'intention ou la prévisibilité du comportement déviant du chatbot, voilà, ce n'est pas facile, parce que l'intelligence artificielle est autonome et imprévisible. Mon client ne savait pas que la machine se comporterait ainsi, dira la défense d'une grande entreprise. Et ça, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'il existe des lois dans l'Union européenne qui imposent des obligations pour ces systèmes, comme la transparence ou le suivi après la vente. Alors, ce que j'ai fait au quotidien, c'est étudier ces règles pour comprendre à qui elles s'adressent et quand elles doivent être respectées. Le but de ma thèse, c'est de proposer une théorie juridique qui change les critères d'attribution de la responsabilité pénale. C'est-à-dire, l'élément central de la culpabilité ne devient plus le fait de ne pas avoir prévu le comportement déviant de la machine, parce que c'est imprévisible, mais le fait de ne pas avoir respecté des règles créées pour réduire les risques du comportement déviant de la machine. De cette manière, je crois que le droit pourra faire ce que les machines ne pourront jamais faire, protéger l'essence même de la vie humaine. C'est un tout pile. Federico Rizzolo. Je ne vous ai pas présenté Ludivine et Nicolas, là, qui va monter sur scène. Ils signent tout au long de cette soirée, comme chaque année, pour les sourds et malentendants. Vous pouvez les applaudir également, ils font un travail magnifique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 14 ans que ma thèse en 180 secondes existe. Alors il y a le petit cocorico habituel, hein, c'est chez nous que c'est né, voilà, tout simplement. Enfin, en France, parce qu'effectivement le concours existait déjà en Australie, sur toute la partie asiatique, la partie québécoise, c'est le monde francophone en 2012, et puis grâce à Nicolas Beck, alors qui était là tout à l'heure, mais qui, alors je vais vous le dire, il est au spectacle Jarry. Voilà, il a préféré Jarry, ma thèse en 180 secondes, n'est plus là ce soir. Mais c'est lui en tout cas qui a ramené ce concours à Nancy. On a été seul, l'Université de Lorraine, à l'organiser il y a 14 ans de cela, et puis très rapidement, ce qui s'appelait la CPU, France Université aujourd'hui, puis le CNRS au niveau national, ont décidé de s'emparer de cette magnifique idée et d'en faire ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors je regardais les chiffres que je trouve extrêmement impressionnants. Sur le site national de ma thèse en 180 secondes, 6300 doctorants et doctorantes ont été formés à la communication grâce à ma thèse en 180 secondes. Je vais aller voir un membre du jury que ça intéresse particulièrement, c'est Olivia Brenner. Ah, il faut que je vous amène un micro. Alors attendez, hop, je reviens sur mes pas pour qu'on vous entende bien. C'est vrai qu'Olivia, alors vous êtes la responsable communication de l'université, ils ont le savoir-faire, hein, tous ces gens-là, les chercheurs de l'université de façon générale, mais le faire savoir, c'est important aussi, c'est ça la communication. Et oui, la communication, c'est en sorte d'être le mégaphone de l'Université de Lorraine, c'est de faire savoir toute la belle recherche qui est faite dans les laboratoires, toutes les initiatives qui sont aussi lancées dans les différentes directions. Et puis c'est aussi travailler avec les partenaires du site Lorraine Recherche, qui sont le CNRS, INRIA, INRAE, etc. Et ces jeunes docteurs sont les ambassadeurs finalement de l'université ? Les doctorants ont un rôle fondamental puisque, à mon sens, c'est un trait d'union vraiment entre la vie de chercheur déjà et aussi le rôle d'ambassadeur en direction des étudiants. Et c'est eux qui vont aussi donner envie aux étudiants de pourquoi pas embrasser une carrière de recherche à l'avenir. Je peux vous dire que les jeunes lycéens, dans le dernier jour de Parcoursup, aujourd'hui, ils étaient emballés. Je ne sais pas si on vous a ramené quelques clients, mais on les a préparés pour normalement le 20e anniversaire de ma thèse en 180 secondes. Je pense qu'on en aura quelques-uns. Et c'est vrai qu'on les sent pas dans le même état quand ils sortent que quand ils rentrent. Ils ont découvert quelque chose. On leur a parlé de métal. Ils pensaient que la science, c'était Einstein en blouse blanche, un gars un peu qui tirait la langue, un peu vieux. Et ils découvrent autre chose. C'est ça aussi ma thèse en 180 secondes. Et puis, alors, Monsieur le Président, Jean-Paul Rossignon,
Prenez des notes? Qu'est-ce que vous marquez? Je peux regarder? Non, vache. J'en étais sûre. Jean-Paul Rossignon, vous êtes chargé de mission SAPS. Alors c'est science avec et pour la société. Dans le monde un peu troublé dans lequel on vit, on n'aurait peut-être jamais pensé voir un grand pays comme celui qui est de l'autre côté de l'Atlantique remettre en question des choses fondamentales. Est-ce que c'est important de rappeler que la science, elle est avec et pour la société, qu'elle n'est pas contre la société? Tout à fait. Donc c'est plus que jamais effectivement essentiel aujourd'hui dans ce monde, comme vous le rappelez, là, qui se bouleverse, enfin, qui change beaucoup là depuis quelques mois, où il est vraiment extrêmement important de rapprocher la communauté scientifique de la société. Alors ça passe par, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, aussi bien par des conférences débats, des pièces de théâtre, tout un ensemble de dispositifs qui est mené par un collectif en fait de médiateurs, de professionnels médiateurs scientifiques, qui viennent aussi bien de l'université que tous les organismes de recherche associés et partenaires. Donc voilà, ça a été rappelé aussi et c'est vraiment extrêmement important et ça a été évidemment dit tout à l'heure par notre présidente de partager la science, démocratiser les savoirs, comprendre comment se construit la connaissance. Voilà, c'est tout ça, science avec et pour la société. Et puis un petit cocorico, l'Université de Lorraine a été une des premières à être labellisée SAPS, science avec et pour la société. D'ailleurs, je crois que le label, bon, ça a une durée de vie, va être rediscuté. Ça a une durée de vie, mais toute cette dynamique, elle va être pérennisée au sein de l'université avec les organismes et tous les partenaires. Vous travaillez bien? Ça va? C'est difficile? C'est pas facile, enfin, c'est certainement moins difficile que l'exercice qui est proposé à nos candidats, mais bon, voilà. Comment on fait? On met des petits croix, on met des petits cœurs? Comment vous faites? On copie sur son voisin? On n'arrive pas bien à voir parce qu'on est un peu dans le noir. Écrivez plus gros. Hein, voilà. On vous invitera plus. Hein. Hein, voilà. Bon. Le jury m'a l'air tout à fait concentré. Mesdames et messieurs, nous allons continuer en accueillant, et je vous demande de l'applaudir, Kaoutar El Rabi. Kaoutar vient de Metz, deuxième année de thèse, laboratoire de conception, optimisation et modélisation des systèmes, c'est le LCOM. Et tu travailles, Kaoutar, sur l'évaluation fine de la mobilité chez le patient âgé. Tu as 180 secondes. En 2050, une personne sur 5 sera âgée. Quand vous serez des mamies et des papis, je vous le souhaite tous, vous vivrez une réduction de votre capacité physique, une dégradation de votre autonomie et votre qualité de vie. Alors, que faire face à cette dégradation? Comment préserver votre autonomie le plus longtemps possible? En évaluant votre mobilité. Il sera possible d'identifier l'aide dont vous aurez besoin. Aide à domicile, canne, déambulateur par exemple. Cette évaluation sont actuellement faites par des professionnels de santé visuellement. Ils vous demandent à réaliser un test de marche et ils mesurent le temps nécessaire à sa réalisation. Ces résultats peuvent varier selon l'évaluateur, ce qui limite leur fiabilité et leur précision. En plus, ils sont moins pratiqués à cause de la manque de ressources. Dans ce cadre, mon travail de thèse est de développer une application d'intelligence artificielle capable de prédire et identifier le niveau de mobilité des personnes âgées avec précision. Les données sont collectées grâce à des capteurs placés sur le corps. Bassin, jambes, chevilles, cela fournit des signaux d'accélération et de vitesse. Ce qui renseigne sur le nombre de pas, l'amplitude de mouvement, l'articulation de cheville, sans oublier l'information de temps de test. Pour mon application, je dispose d'un ensemble de données des personnes âgées qui sont effectuées des tests de marche. Ces tests, ils sont représentés sous forme des signaux associés à des niveaux de mobilité, allant de 1 qui présente une personne immobile à 12 qui présente une personne autonome. J'entraîne mon application d'intelligence artificielle sur ces données. Vous pouvez l'imaginer comme un élève. Il apprend à partir de ces informations, s'entraîne pendant un certain temps pour les comprendre et ensuite il sera capable d'identifier le niveau de mobilité de la personne à partir de son signal.
L'un des principaux défis de ce projet est le nombre de données disponibles. Généralement, les applications d'intelligence artificielle nécessitent un nombre de données qui est grand, alors que dans mon contexte clinique, je dispose de que quelques dizaines, voire des centaines de données. Grâce à mon application, je peux vous offrir une évaluation de la mobilité des personnes âgées automatisée, précise, tout en renforçant le système de santé. Et cela pour mieux vivre votre vieillesse. Merci. Kaouta El Rabi. Bon, c'est pas moi qui vais annoncer la candidate suivante, je vais aller par là. J'avais vu des pancartes. Qui est-ce qu'on va accueillir maintenant, à votre avis? Ah, vous pouvez le dire? J'appelle... Ouais. Ils m'ont pris mon boulot. Léa Grosjean. Bonsoir. Léa a fait un tabac cet après-midi parce que sa matière de travail, c'est le système scolaire. Il y avait des profs dans la salle, ils ont adoré son intervention. C'est de la science de gestion, ce que vous allez entendre maintenant. Léa est en 2e année de thèse. Elle travaille au CEREFIGE, j'imagine que c'est le CEREFIGE là-haut? Non? Ouais, bien sûr. Centre européen de recherche en économie financière et gestion des entreprises. Et Léa, tu travailles sur l'étude de l'existence d'un leadership enseignant et de l'adéquation avec son environnement organisationnel. Tu as 180 secondes. Dans la salle des profs, il y a ceux qui râlent sur la photocopieuse en panne, ceux qui discutent pédagogie autour d'un café tiède et ceux qui corrigent leurs copies en soupirant. Mais il y a aussi les enseignants que leurs collègues viennent voir pour leur demander conseil, partager une idée ou simplement chercher un peu de motivation. Prenons l'exemple de Madame Dupont, professeure de français dans un collège. En plus de faire découvrir à ses élèves les œuvres de Molière, elle crée des projets ambitieux et mobilise des méthodes pédagogiques innovantes. Pour ses collègues, elle est un repère, quelqu'un de qui l'on peut s'inspirer et vers qui l'on peut se tourner. Disons-le franchement, Madame Dupont fait preuve de leadership. Pourtant, elle n'est ni chef d'établissement, ni supérieure hiérarchique. Alors, comment expliquer cette influence? Cette question est au cœur de ma thèse. Comment un enseignant devient-il une figure inspirante pour ses pairs? Est-ce son aisance relationnelle, son expertise dans sa matière ou son ancienneté qui en fait une référence? Pour tenter d'y répondre, je commence par consulter la littérature académique pour en extraire les traits caractéristiques du leader et examiner comment il pourrait se transposer au monde des enseignants. Puis je passe à la pratique. J'interroge Madame Dupont, ses collègues et leurs chefs d'établissement. Leurs discours, que je confronte à mes lectures, mettent à repérer les comportements associés à ce leadership dans leur métier. Barreau par barreau, je construis mon échelle de mesure du leadership enseignant. Et je ne m'arrête pas là. En plus d'être doté d'un outil me permettant d'évaluer le niveau de leadership de chaque enseignant, je conçois un questionnaire pour identifier les causes et les conséquences potentielles de ce leadership. J'explore alors l'environnement qui entoure Madame Dupont. Par exemple, le rôle de son chef d'établissement. Je postule que si ce dernier la soutient, il pourrait non seulement renforcer son influence, mais aussi favoriser un leadership partagé au sein des équipes pédagogiques. Enfin, je me demande quels effets le comportement de Madame Dupont peut-il avoir sur ses collègues. Les rend-il plus investis dans leur mission, plus confiants dans leurs capacités? Grâce à des méthodes statistiques rigoureuses, j'entends tester mes hypothèses pour rendre compte des dynamiques à l'œuvre. Et si demain, on pouvait détecter et mobiliser les potentiels comme Madame Dupont? Et si chaque chef d'établissement pouvait mieux comprendre les facteurs qui favorisent la vocation de ses enseignants moteurs et mieux cerner les effets positifs sur l'ensemble des équipes? C'est tout l'enjeu de mes recherches. Montrer que le leadership enseignant peut transformer les salles des profs et l'image de cette profession pour les enseignants eux-mêmes, leurs collègues, les parents et surtout les élèves qui pourraient s'inspirer de ces modèles pour leur vie de classe et leur vie future. Merci.
Léa Grosjean. Le Céréfige. Et bravo pour les pancartes. Vous n'êtes pas les seuls à avoir travaillé. Je peux vous dire que le CRPG a fait fort aussi. Voilà, merci beaucoup. Il y a même des aliens chez vous. C'est étonnant. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Clarisse Peignot. Clarisse est géologue, mais géologue du sol martien. Elle travaille au Centre de recherche pétrographique et géochimique. Ce sont les fous dingues de milieu de salle, le CRPG, à mi-parcours en 2e année de thèse. Et tu travailles, Clarisse, sur l'identification et origine des granitoïdes martiens par spectroscopie infrarouge. Tu as 3 minutes. Quittons la Terre quelques instants. Je vous emmène en voyage autour de la planète Mars. C'est là, en orbite, que se trouvent les satellites qui étudient sa surface. Et l'un d'entre eux vient de faire une drôle de découverte. En analysant la lumière du Soleil réfléchie par les roches martiennes, il a détecté un minéral qu'on appelle plagioclase, ou plagio pour les intimes. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la planète rouge ? C'est la question à laquelle j'essaye de répondre en fabriquant des cristaux dans mon laboratoire. Et vous allez voir, ça va chauffer. Le plagioclase, c'est un minéral qui se forme lorsqu'un magma de la roche en fusion refroidit. Sa composition chimique varie et modifie son apparence. Cristal parfois blanc laiteux, vert pâle ou bleu métallique. Moi, j'aimerais connaître la composition de celui détecté sur Mars et comprendre à quelle roche martienne il appartient. Pour cela, je prépare toute une gamme de cristaux synthétiques de plagioclase. La recette est simple, ce n'est rien de plus qu'un assemblage d'éléments chimiques. Alors, je prends des poudres blanches qui contiennent ces éléments, qu'on appelle aussi des poudres d'oxyde, et je les mélange ensemble dans les bonnes proportions. Bon, je sais qu'on parle de cristaux et de poudre blanche, mais je vous assure que tout est légal, hein. Une fois mes ingrédients mélangés, je dois faire pousser mes cristaux en imitant le refroidissement d'un magma. J'accroche donc une bille de mon mélange de poudre au bout d'une canne en céramique pour l'insérer dans un four, et pas n'importe lequel. Dans votre cuisine, pour faire vos gâteaux, c'est 30 minutes à 180 degrés. Dans mon labo, pour faire mes cristaux, c'est minimum 3 jours à 1400 degrés. Je vous avais bien dit que ça allait chauffer. Les cristaux que j'obtiens après cuisson sont minuscules. Ils font moins d'1 millimètre. Mais ça reste suffisant pour que je les analyse avec une caméra qui mesure la quantité de lumière réfléchie par ces petits échantillons, comme le satellite autour de Mars, souvenez-vous. En comparant mes résultats terrestres aux données relevées depuis l'espace, je pourrais en déduire la composition des plagioclases martiens et peut-être accéder d'ici la fin de ma thèse à la géologie de leur environnement extraterrestre. Si jamais mes recherches révélaient la présence de granit sur Mars, une roche pleine de plagios, cela pourrait nous éclairer sur l'histoire de la planète. Parce que le granit, c'est la roche typique des continents terrestres, indice de l'évolution unique de notre Terre. Alors, si l'on trouvait des granites martiens, vestiges d'anciens continents, peut-être que, par le passé, lorsque l'eau liquide y était encore présente et formait sûrement d'immenses océans, Mars n'était pas si différente de la Terre. Qui sait ? Peut-être même que toutes les conditions étaient réunies pour qu'émerge une forme de vie. Les aliens sont sortis. C'est un vrai t-shirt de la NASA, Clarisse ? Oui, c'est un vrai t-shirt de la NASA. Oui, oui. Magnifique, Clarisse Peignot. La co-directrice de thèse de Clarisse est dans la salle et je sais qu'elle déteste que je parle d'elle, c'est pour ça que je le fais. Elle s'appelle Jessica Flao et non seulement c'est une brillante chercheuse, mais elle s'est fait un devoir de faire sortir la science des laboratoires. Vous pouvez l'entendre à la radio sur Ici Sud-Lorraine, un petit peu de pub pour ma maison, mais également la lire, puisqu'avec Nicolas Beck, le papa de ma thèse en 180 secondes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils commettent des livres, dont un que j'aime beaucoup, qui s'appelle En avant Mars. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Mars, c'est un livre à mettre entre toutes les mains. Voilà, c'est fait, Jessica. Je ne parlerai plus de toi jusqu'à la fin
de cette session. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, une jeune femme qui vient de Longwy. Elle s'appelle Chloé Przemiski. Donc Chloé travaille au Lauria. Alors elle a une thèse CIFRE, c'est-à-dire que c'est un financement qui lui permet de travailler à la fois dans un laboratoire, mais dans l'industrie, l'entreprise qui la finance. Et cette entreprise est à Laxou, elle s'appelle Euro Information Développement. Tu es en deuxième année de thèse et tu travailles sur un système antifraude, inférence et prédiction dans un environnement non stationnaire réactif. Tu vas nous expliquer ça en 180 secondes. Ding! Vous recevez une notification de votre banque. Transaction suspecte bloquée. Veuillez valider votre achat d'une montre en Suisse à 100 000 €. À moins que vous ne soyez réellement en vacances en Suisse, il y a des chances pour que vous commenciez à vous inquiéter pour votre argent. Félicitations! Vous venez d'être la cible d'une tentative de fraude. Heureusement, votre banque l'a déjouée à temps. Car derrière cette simple notification se cachent des systèmes antifraude ultra sophistiqués, créés par des gens comme moi. Ces systèmes sont bien, mais chaque fraude déjouée pousse les fraudeurs à changer de tactique. Résultat, les experts de la banque doivent constamment et manuellement mettre à jour les protections. Moi, j'aime les défis. Et je suis en train de créer une intelligence artificielle, une IA très spéciale. J'écris des lignes de code pour anticiper les futures arnaques. Vous savez, comme les prédictions météo. Bon, ici, pas de pluie. Je travaille avec vos opérations bancaires et les transforme en équations pleines d'inconnus. Parlons-en, d'ailleurs, de ces inconnus. La plus complexe représente la future tactique qu'adopteront les fraudeurs pour contourner les systèmes de sécurité. Je ne peux plus frauder en achetant des montres en Suisse. Pas grave, je vais faire les montres en Autriche. Et après, j'essaierai les châteaux en Espagne. Ce sont de vrais adversaires avec des stratégies d'attaque. Une autre inconnue est la manière dont les fraudeurs vont anticiper les protections. Et oui, les fraudeurs aussi essaient de deviner ce que je fais. Et donc, je dois anticiper. Le fait que les fraudeurs ont anticipé. L'anticipation que j'ai mise en place par anticipation de leur anticipation. Un vrai cercle sans fin. Je ne vais pas toutes vous les présenter, mais les inconnues que j'étudie sont complexes, car elles représentent le comportement humain que je dois traduire en mathématiques. Est-ce un chiffre, un ensemble de chiffres, une nouvelle formule? Trouver la bonne représentation prend du temps, et la tester, c'est pire. Mais bon, c'est avec ça que mon IA calcule les futures stratégies et évalue lesquelles auront le plus de chances de se produire. Et croyez-moi, ces prévisions de fraude sont bien meilleures que celles du bulletin météo de 20 h. Ensuite, mon IA trie ces stratégies, inédites ou déjà connues. Parce que oui, entre les montres en Suisse ou en Autriche, il n'y a pas de grande différence. Les châteaux en Espagne, ça, c'est une autre histoire. Le programme retient uniquement les menaces qui sont les plus dangereuses. Avec ce procédé, mon IA s'adapte seul aux nouvelles tempêtes financières. Fini les mises à jour manuelles. Attendez-vous à bientôt recevoir ce genre de notification. Ding! Votre banque vous informe que l'achat de châteaux en Espagne est une tentative de fraude. Faites attention dans les prochains jours. Chloé Przemiski. Moi, je suis épatée par leur niveau. Je trouve vraiment qu'ils sont à l'aise, qu'ils s'expriment bien dans cet exercice qui n'est pas facile. Je vais aller demander à Laurent Arnold, qui est comédien, qui pendant longtemps, et j'ai encore une fois oublié mon micro, Laurent, alors je repars, il faut avoir des jambes quand on n'a pas de tête, qui pendant longtemps s'est occupé de la formation des doctorants. Alors depuis 2 ans, c'est un travail qui revient à la compagnie Réversible. Qu'est-ce qu'on apprend à ces jeunes gens? Est-ce que tout le monde peut apprendre à être à l'aise sur scène, ou est-ce qu'il faut quand même avoir un petit truc au départ? Oh, c'est peut-être mieux d'avoir un petit truc au départ, mais ce qui est remarquable, c'est que, vu le peu de temps qu'on passe avec eux... Combien de temps? C'est individuellement, c'est aux alentours de 2 heures, voilà, 1h30, 2 heures. Les progrès sont remarquables.
on a affaire à des gens intelligents et qui pigent très très vite ce qu'on leur demande. Alors même s'ils n'ont jamais acté dans leur vie, ils ont une volonté telle, la preuve, hein, tous les étudiants qu'on voit là ont une telle envie, une telle volonté que je trouve ça absolument remarquable. Et les progrès sont évidents. Un petit truc à nous partager, tiens, peut-être qu'on a un rendez-vous pour le boulot avec la belle-mère ce week-end. Comment on peut faire pour être à l'aise? Ne pas y penser. C'est parfois compliqué. Hein. Vous savez, j'ai un truc pour être à l'aise, je vais vous le donner. Hein. Je vous imagine tout nu. Moi, ça ne m'est pas à l'aise du tout. Hein. Moi, ça me fait sourire. Chacun son truc. Ouais. J'ai marre beaucoup mieux. Alors, Laurent, vous avez pendant très longtemps été en résidence au Théâtre de la Source. Hein, c'est le théâtre en kit qui est à Tomblaine. Vous continuez à participer, on va dire, avec la nouvelle troupe en résidence et vous participerez au rendez-vous des moutardes. Oui. Voilà, c'était les moutards pendant de très nombreuses années. Les moutardes arrivent en force. 29 mars, 27 avril. Ouais. C'est un rendez-vous pas pour tout le monde, les enfants. C'est un rendez-vous familial, en fait. Donc c'est tout public, même si la plupart de ce qui est proposé s'adresse plutôt aux enfants, petits ou moins petits. Mais c'est surtout un rendez-vous familial avec pas mal d'innovations cette année, puisque c'est une autre compagnie qui reprend donc l'événement. Du spectacle, bien évidemment, des entresorts, des crêpes, des gaufres, des stages également. Donc voilà, le panel sera un petit peu plus ouvert. Si vous ne connaissez pas, regardez, emmenez-y vos enfants, vos petits-enfants. C'est vraiment un moment magique. Et puis c'est une initiation au théâtre, au spectacle vivant. Oui. Et ça, c'est vraiment sympa. Et ça s'apprend tout petit. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Maxime, passe une bonne soirée, Maxime. Oui, très bonne, oui. La Cité des Paysages. Vous êtes descendu de votre colline. Eh bien, effectivement, ça m'arrive, oui, effectivement. Je suis très heureux d'être ici. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous appréciez dans ce que vous voyez là des candidats? Déjà, je suis impressionné. Je suis impressionné par cette capacité à gérer le temps, ce qui n'est pas forcément mon fort toujours. Et puis la diversité des sujets. On est vraiment sur un panel très large, en fait, d'entrée sur la science, sur les sciences. Et je trouve ça très, très riche. Alors, la Cité des Paysages est installée sur la colline inspirée. Hein, c'est un haut lieu de la Lorraine, sur la colline de Sion. Vous cohabitez avec les sœurs qui sont juste à côté, pas uniquement? C'est une colocation? Oui, c'est une colocation, oui, on peut le dire comme ça. C'est un très beau lieu dans le Saintois, donc dans le sud du département. Et effectivement, c'est un lieu qui est encore occupé par une vie religieuse. Quoi. Ouais, donc, ouais. Oui, tout à fait. Et vous inaugurez dans quelques jours, alors je crois que c'est à la fin du mois de mai, un espace muséal consacré au paysage. C'est un espace immense, qu'est-ce qu'on va y voir? Tout à fait, la Cité des Paysages s'agrandit en fait, donc on inaugure une nouvelle Cité des Paysages avec un parcours muséal et musical, pourquoi pas, dédié au paysage. Donc on y parle de biodiversité, d'environnement, de préservation du vivant. Et donc c'est un espace qui va investir les ailes de l'ancien couvent et qui présentera donc ce parcours aux visiteurs à partir du mois de mai. Et vous organisez tout au long de l'année de très nombreux événements. Si on veut en savoir plus, on va sur le site de la Cité des Paysages et vous trouverez tous les rendez-vous très riches de l'année. Merci beaucoup. Nous allons accueillir maintenant l'avant-dernier candidat. Il s'appelle Merlin Limon. Madame la Présidente, il est vosgien. Ouais. Deuxième année de thèse à l'Institut Jean Lamour, l'IJL, une thèse qui est financée par, alors je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais ce sont des programmes d'investissement nationaux qui sont des PEPR, et c'est le PEPR hydrogène, une thèse qui est faite à la fois à l'Institut Jean Lamour et à Belfort, à Femto ST. Et tu travailles, Merlin, sur le fonctionnement tolérant aux pannes des architectures électroniques de puissance pour les systèmes hybrides de piles à combustible, détection des défauts et actions correctives. J'ai toujours l'impression d'être intelligente quand je suis ici. Je dis des choses que je ne comprends pas. Tu as 180 secondes. Mardi, 20h30. Vous venez de finir votre commande en ligne. Votre colis transitera par camion et bateau. Il sera livré jeudi avant 13h. Cool. Impatient, vous jetez un coup d'œil de temps en temps pour vérifier l'horaire. Malheureusement, le lendemain, vous recevez un message. Le bateau qui transportait votre colis est tombé en panne au beau milieu de l'océan. Votre colis n'arrivera jamais.
Mon travail est que cela n'arrive plus. Je m'explique. Les futurs bateaux seront électriques. Cela permet l'étude des signaux afin de corriger les pannes en temps réel. L'électricité sera fabriquée directement à bord des bateaux à partir d'hydrogène. Cette source a l'avantage de ne pas émettre de dioxyde de carbone lors de sa consommation. L'hydrogène deviendra électricité en passant à travers une pile un peu particulière. Le tout constitue une alternative aux batteries avec l'avantage de l'autonomie. Mais les piles fournissent un courant beaucoup trop fort pour les moteurs. Il est crucial de l'adapter. Les convertisseurs électriques remplissent ce rôle. Sans eux, les moteurs ne fonctionnent plus. Pourtant, ces convertisseurs seront un jour victimes de panne. En effet, ils sont composés de nombreux éléments électroniques sensibles. Dans mon laboratoire, j'ai programmé un convertisseur sur un logiciel spécialisé. En 5 minutes de simulation, je peux vérifier ses signaux et son comportement. Je fais alors tous les scénarios de panne possibles. Grâce aux résultats, je peux apprendre à détecter un défaut, chercher quel composant est le coupable, ajouter des éléments capables de compenser. Je rajoute un deuxième fil ici, au cas où, mais pas un troisième, ça serait trop lourd. C'est un délicat équilibre entre fiabilité et efficacité. Mon objectif serait de faire le programme capable de détecter l'apparition d'un défaut le plus vite possible. Puis, mon logiciel pourra modifier mon convertisseur afin de continuer de fonctionner malgré le défaut. Ainsi, lorsque la panne apparaîtra, le convertisseur s'adaptera automatiquement. Dans les pires situations, un mode dégradé pourra être mis en place. Mieux vaut naviguer moins vite que rester bloqué. Bien sûr, tout cela s'accompagne également d'équations mathématiques pour démontrer les nouveautés. Ma finalité sera un convertisseur prototype élaboré en collaboration avec plusieurs laboratoires français. Je pourrai alors comparer différents convertisseurs afin de trouver le plus léger, le plus petit, le plus efficace et le plus fiable. Peut-être que bientôt, lorsque vous regarderez votre application de livraison, toutes les 5 minutes, comme tout le monde, vous pourrez peut-être y lire, malgré un problème lors du transport, votre colis sera livré parfaitement à l'heure. Et il est parfaitement tout pile. Merlin, Limon. J'ai repéré l'IJL. Bravo l'IJL. C'est notre dernier candidat qui arrive maintenant. C'est pas non plus la place la plus facile. Tous les autres ont soufflé, lui continue à trembler. Je vous demande d'accueillir David Papoto. David travaille dans le laboratoire écriture, sur l'écriture du désir et autobiographie à la croisée des traditions discursives du moi et du libertinage à la fin du XVIIIe siècle. C'est ça. David, 3 minutes. Écrire sa vie? Impossible. Enfin, disons que c'est paradoxal. Le fait est qu'on ne peut pas tout raconter. Le livre serait beaucoup trop gros et puis le terminer impliquerait de mourir la plume à la main. C'est pour ça que les autobiographes ont en général recours à ce qu'on appelle un axe thématique. Ça peut être le travail, la passion artistique, les voyages. Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans le cadre de mes recherches, ce sont les autobiographies qui ont pour thème central la vie sexuelle de leurs auteurs. Vous l'aurez compris, on va parler de cul. En fait, je me suis rendu compte à force de lecture, oui, parce que c'est ça que fait un doctorant en littérature, hein. En gros, il lit des bouquins. Je me suis rendu compte qu'à la toute fin du XVIIIe siècle, plusieurs auteurs et autrices avaient entrepris d'écrire le récit de leur vie en ne parlant presque que de cul. Pourtant, quelque temps avant ça, dans les années 1760, Rousseau, vous connaissez Rousseau, hein, c'est le type là, eh bien, elle écrivait ce qui est souvent considéré comme étant la toute première autobiographie. Elle ne contient presque aucun passage qui parle de cul. La question que je me pose est donc simple, c'est pourquoi et comment, quelques décennies après Rousseau, certains autobiographes décident de faire du récit de leur vie des livres à caractère érotique, si ce n'est parfois franchement pornographique. Alors, premier élément de réponse, c'est que si le XVIIIe siècle est celui qui semble inventer l'autobiographie, c'est aussi celui où s'épanouit le libertinage et les livres libertins.
Ces livres, Rousseau n'en était pas très fan, et il les appelait d'ailleurs les livres qu'on ne lit que d'une main. Et c'est ça, en fait, hein, c'était des livres destinés à exciter le désir sexuel du lecteur. Ils étaient d'ailleurs souvent accompagnés d'estampes lascives, comme sur l'image derrière moi. Et contrairement à ce bon vieux Rousseau, les auteurs que j'étudie étaient consommateurs de cette littérature. Ils revendiquent en outre dans leurs textes une existence vouée à la satisfaction des sens. Mais alors, ils ont écrit quoi comme livre? Une autobiographie, un roman libertin, une autobiographie libertine? En fait, ce n'est pas forcément une bonne question, parce que tout mon travail de thèse consiste justement à éviter de catégoriser les œuvres. Pour ce faire, j'emploie principalement deux méthodes. D'abord, j'analyse le contexte social et historique de l'écriture, exactement comme on vient de le voir avec le libertinage du XVIIIe siècle. Puis dans un second temps, j'analyse avec précision le style des auteurs, pour comprendre leurs références littéraires, mais également linguistiques. Par exemple, quand je lis Casanova qui écrit « Par sentiment de reconnaissance, j'ai collé mes lèvres sur la bouche délicieuse qui avait sucé la quintessence de mon âme », eh ben, si le style se veut lyrique, le propos, lui, reste graveleux. Avec ces deux méthodes, j'opte donc pour la déconstruction d'idées de genre littéraire. On ne parle plus d'autobiographie ou de romans libertins ou de romans pornographiques, mais bien d'œuvres hybrides, complexes, témoins d'un temps, d'un lieu, du caractère d'un auteur et de ses préférences, d'œuvres finalement à l'image des individus, uniques. Ah là 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 là, quel talent David Papoto. Allez, je vais faire une petite parenthèse. Je vais envoyer un message à tous les parents d'enfants qui remplissent Parcoursup ce soir. Ça se termine à minuit. Il y en a dans la salle ? Il y a peut-être qui nous regardent. C'est vrai que c'est une grande période de stress pour les jeunes et pour les parents. David, il a arrêté l'école à 14 ans. Je vais vous dire ça parce que ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'on est aujourd'hui, à 17, 18 ans, ça ne définit pas ce qu'on sera dans 10 ans. Il est devenu menuisier parce que l'école, ce n'était pas fait pour lui. Il est encore menuisier aujourd'hui pour financer sa thèse. Et puis, passionné par l'écriture, pour assouvir cette passion, il écrit également. Il a décidé de reprendre ses études. Il a passé un équivalent bac en 2016 et puis gravi tous les échelons des études supérieures jusqu'à cette thèse qu'il mène à bien aujourd'hui. Donc, pensez-y ce soir, quand vous serez très énervé après votre enfant qui remplit Parcoursup. Voilà, tout de... Je sais, je suis concernée, c'est pour ça que voilà. C'est à moi-même, c'est de l'auto-persuasion. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons donc à la fin de ces présentations. Vous allez pouvoir voter. Ce que je vous propose pour se remettre peut-être en tête les visages et les sujets, c'est peut-être de les faire remonter sur scène et vous allez les voir apparaître. Vous vous souvenez de tous et toutes? On avait Stella, notre kiné, Jimmy, qui étudie le métal, Vincent Thomas et la schizophrénie, Ikram, qui nous a parlé des voitures électriques, Federico, qui vient de l'Italie, qui nous a parlé de l'IA Act européen, Kautar, vous pouvez les suivre, hein, les petites photos, voilà, les unes après les autres, Kautar, qui nous a souhaité à tous et toutes d'être des mamies et des papis en bonne santé. Léa du Céréfige. Léa du Céréfige. Ouais, c'est timide. Hein. Sur le leadership dans les salles des profs. Clarisse du CRPG. Qui nous a emmenés sur Mars. Chloé, qui nous a promis des châteaux en Espagne. Merlin et ses convertisseurs électriques. Et David qui nous a parlé, je me souviens plus de quoi. De quoi il a parlé, David? Ah oui, c'était ça. Vous avez raison. Merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre vos sièges et vous pouvez les applaudir. Alors, nous allons passer au vote, mesdames et messieurs. On va essayer de faire ça de façon un peu ordonnée. Je vais demander à cette partie de l'amphi de se lever. Vous montez par ces escaliers. Vous allez mettre vos petits jetons dans les urnes qui sont en haut, celles que vous voulez, choisissez bien, et vous redescendez de l'autre côté. Tous les autres restent assis. Voilà. Bien, nous allons reprendre.
Alors je vous donne les coulisses de cet événement. Le jury s'est retiré, ils doivent se mettre d'accord sur 3 noms. Il y a 3 prix à donner, apparemment c'est très très difficile. Donc on leur a donné une deadline, on leur a dit dans 5 minutes il faut être de retour dans la salle. On espère qu'ils arriveront à se mettre d'accord. Je vous demande d'accueillir les plus belles moustaches de l'Université de Lorraine. C'est Vincent Quedeau qui va monter sur scène. Fondation ID+, Vincent. Alors, petit micro, Vincent. Plutôt que d'expliquer ce qu'est la Fondation ID+, on va regarder une petite vidéo. Allez, c'est parti. C'est une excellente idée. Allons-y. La Fondation ID+ Lorraine est la fondation de l'Université de Lorraine et du CHRU de Nancy. Elle est née de la volonté de 17 acteurs locaux de s'unir pour renforcer les coopérations scientifiques au profit de l'excellence de la recherche et de la formation. Depuis 2011, grâce à ces entreprises mécènes et aux nombreux donateurs particuliers, la Fondation ID+ Lorraine a récolté près de 8 millions d'euros. La Fondation permet ainsi le financement d'une grande variété de projets dans tous les domaines. De la science et des techniques, de la santé et du social, du management et du numérique. Qu'ils permettent leur mise en œuvre ou leur développement, ce mécénat est déterminant pour la grande majorité d'entre eux. Toutes ces recherches produisent des solutions concrètes aux grandes transitions de la société. Transition environnementale, transition énergétique, transition numérique et bien sûr dans le secteur de la santé qui combine souvent toutes ces problématiques et trouve ses solutions grâce à l'ingénierie et l'intelligence collective. La Fondation est aussi très active sur le volet social, de manière à permettre la réussite pour toutes et tous, quelles que soient les conditions sociales ou la situation face au handicap. Elle soutient également l'entrepreneuriat étudiant et l'insertion professionnelle des étudiants. La Fondation ID+ Lorraine est une fondation territoriale utile qui contribue à développer les talents, à permettre leur épanouissement et à les ancrer en Lorraine. Merci beaucoup Vincent, la Fondation ID+. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors j'ai bien compris qu'il y avait des mécènes, ce sont les entreprises, mais est-ce que nous, particuliers, on peut aider, donner à la Fondation ID+? Bien sûr, dans les mêmes conditions que les entreprises, voire même de manière plus avantageuse, puisque la philanthropie vous permet de flécher votre impôt. C'est-à-dire que vous ne confiez pas votre impôt à l'État, mais vous considérez effectivement qu'il y a des causes que vous voulez soutenir. Et donc, grâce au reçu fiscal qui vous est donné en tant que particulier, eh bien, vous choisissez votre utilité et l'intérêt général que vous souhaitez soutenir. Donc pensez-y, il y a un site internet, on va voir comment ça se passe et vous trouverez toutes les informations. Alors vous êtes toujours là, Vincent, tous les ans, je vous vois. Qu'est-ce que vous appréciez dans ma thèse en 180 secondes? C'est vrai, c'est vrai. Moi j'adore la thèse en 180 secondes. J'aime tellement ça que je compare ça un peu à l'amour. Ça fait référence un peu à un des sujets qui a été abordé. Mais comme en amour, ce que j'aime encore plus, c'est les preuves d'amour. N'est-ce pas, Sandrine? Alors, en termes de preuves d'amour... Je ne sais pas qui est Sandrine. On a effectivement, on va le voir. Par exemple, Madame la Présidente de l'Université de Lorraine nous décrivait une université comme une université d'excellence, une université inclusive et une université internationale. Eh bien là, nous avons les preuves que, effectivement, c'est une université d'excellence avec ses études et ses doctorants qui sont absolument fantastiques. Et puis, ils sont internationaux, ils viennent des 4 coins du monde. Et elle est inclusive, puisque nous avons vu aussi qu'il y a cette diversité parmi eux. Et donc, cette université, on l'aime parce qu'elle est effectivement internationale, inclusive et d'excellence. Quelle est la contribution de la Fondation à cet événement ? Alors, notre contribution est modeste, mais comme certaines fois, elle est déterminante. Parce que nous soutenons, d'une part, effectivement, cet événement, mais au-delà de ça, nous avons mis en place, avec les services de l'Université de Lorraine, un fonds d'urgence pour des doctorants, permettant de soutenir celles et ceux à qui il arrive des situations exceptionnelles. Donc ça, c'est effectivement la deuxième façon. La troisième façon, c'est de reconnaître justement le talent
de l'ensemble de ces finalistes. Et pour ceci, nous leur avons offert un casque Wi-Fi leur permettant, dans ce nomadisme digital que l'on rencontre et ce qui leur permettra, tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie personnelle, eh bien, d'être bien équipés pour communiquer avec l'ensemble de la société. Le sac Vincent, c'est pas vous? Pardon? Le sac, c'est pas vous? Non, c'est pas moi. l'Université de Lorraine. Vous savez qui le Tout à gagne? fait. C'est quelqu'un qui a rempli la petite enquête tout à Ah l'heure. oui, Vous avez, très bien, vous avez joué, vous? effectivement. Vous avez flashé ou pas? Oui, Bah, c'est pas j'espère pouvoir le gagner. C'est pas mais, vous qui avez gagné, non, je peux déjà vous le dire. Je vais appeler la personne qui a gagné ce sac, et si elle veut bien se présenter sur scène, il s'agit de Johanna Samper. Est-ce que Johanna est dans la salle? Pendant que le jury revient. Alors, qui est Johanna Samper? Comme je ne vous vois pas, vous êtes dans le noir. Ah, ben voilà, Johanna. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Elle est sur la petite croix, Johanna. Johanna, vous êtes qui? Je suis étudiante en kinésithérapie. Ah, vous êtes venue soutenir notre première candidate, je parie. Parce qu'elle est kiné aussi, hein. Ouais. Il y a un candidat que vous avez soutenu, que vous connaissiez? Pas particulièrement, non. Mais qu'est-ce que vous faites là, alors? Parce que par curiosité, je me suis dit ça peut être intéressant. Et vous aviez besoin d'un sac? Comme vous m'avez répondu oui, j'ai besoin d'un sac, c'est bien ce que j'ai entendu. Oui, j'ai besoin d'un sac. Il est magnifique, il est pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelle spontanéité dans les réponses, Johanna, vraiment. Grand merci à vous. Alors, je vois que le jury est revenu. Ça a été difficile, hein, j'ai l'impression. Ouais, je vous compte, vous n'en avez pas manqué un. Oui? Vous vous faites tous la gueule maintenant. Allez donc, c'est beau. Alors, nous allons passer à la remise des prix. On va d'abord remettre le prix des lycéens. Bon, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas beaucoup de suspense, parce que la personne qui reçoit ce prix le sait, elle a déjà eu cette personne cet après-midi. Puis votre prix, le prix du public, et puis ensuite le troisième, deuxième et premier prix du jury. Pour remettre le prix des lycéens, j'appelle Patrice Krosner, le délégué national territoire Alsace-Lorraine-Champagne de la CASDEN. Petite croix. Voilà, pouvez-vous mettre sur cette petite croix. D'accord. On ne voit rien de toute façon, ils sont dans le noir. La CASDEN qui accompagne cet événement depuis la première édition. Oui, tout à fait. Donc la CASDEN, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une banque coopérative. Et avant d'être banquier, j'ai une petite anecdote. J'enseignais ici. Alors moi, c'était le vendredi matin à 8h. C'est plus compliqué que le jeudi matin à 8h, Madame la Présidente. Et donc aujourd'hui, je passais du plus beau métier du monde au métier plus contesté de banquier, mais dans une banque coopérative. Et effectivement, comme vous le disiez, justement, on accompagne, on a été fondé par des enseignants et notre vocation, c'est d'accompagner un certain nombre de choses, dont la science. Donc on est partenaire de la Fête de la Science et on est partenaire, évidemment, de ma thèse en 180 secondes, depuis la première édition. On est partenaire de la version locale, mondiale, du coup, pour cette année. Et puis on est partenaire aussi de la version internationale, hein, on suit jusqu'au bout. Ce sera en Roumanie cette année. Ce sera en Roumanie cette année, oui. Mais bon, ça c'est l'international, c'est pas la mondiale. Hein. La mondiale, c'est à Nancy. Alors, l'enveloppe avec le nom du lauréat ou de la lauréate. On va faire un peu de suspense, bruit de tambour, mesdames et messieurs. Vous voyez. Le prix des lycéens de la finale mondiale, ma thèse en 180 secondes 2025, est remis à Chloé. Alors, je sais, Patrick, que vous ne voulez pas lancer dans la prononciation du nom de famille de Chloé. Vous vous êtes arrêté à Chloé. Hein. Voilà, Prémiski. Voilà, tout le monde connaît Chloé maintenant. Voilà, mettez-vous Félicitations. Au centre. Voilà, qu'on puisse vous prendre en photo. Bravo à Chloé. Un petit mot, Chloé. Il y a moins de surprises que cet après-midi. Hein. Voilà. Tu peux prendre le micro, un petit mot. Je remercie les lycéens qui ne sont plus là. Qui ne sont plus là.
Je remercie le public de maintenant d'avoir bien chauffé la salle. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Et peut-être te revoir, parce que ce n'est peut-être pas le seul prix. Hein. On est possible qu'il y en ait d'autres. Donc bravo à toi, Chloé, pour ce prix des lycéens. Merci Patrice, pardon. Nous allons maintenant remettre votre prix. Alors je ne sais pas d'ailleurs si les résultats ont été serrés. L'organisation, oui, serrés. Bon. J'appelle pour remettre ce prix Pierre de Goth, le vice-président du Conseil de la vie universitaire de l'Université de Lorraine. Une main, un micro, une main, une enveloppe. Je vous laisse rejoindre la petite croix qui est juste là. Oh non, non, ne décachetez pas tout de suite. On va faire un peu de suspense. Attention, si. Oh. Alors, comme ça. On se met sur la petite croix. Vous n'avez pas enseigné ici, vous? Le jeudi, le vendredi? Non, je n'ai jamais enseigné ici. D'accord. Bon, j'essaye. Hein. Alors, le prix du public, votre prix, mesdames et messieurs, le prix le plus important de cette finale mondiale de ma thèse en 180 secondes, édition 2025, est remis à Clarisse Peignot. Wouhou! Bravo. Clarisse, tu as oublié quelqu'un? Attends. Voilà. Clarisse, un petit mot? Merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Merci à tout le public, merci à ceux qui sont venus me soutenir aujourd'hui au CRPG. Il y avait personne. Il est venu en masse pour la petite pancarte. Et voilà, merci beaucoup. C'est bien, hein? On fait une petite photo? Est-ce que Jessica veut venir sur scène? Tu as 2 directeurs de thèse, hein, c'est ça? Est-ce qu'ils sont là tous les deux ou est-ce qu'il y a juste Jessica qui est là? Jessica, viens te montrer. Je déteste ça. Et puis tous les membres du CRPG qui veulent leur petite photo avec l'alien, voilà, avec Clarisse. C'est possible. Oui! Vous pouvez l'applaudir. Jessica Flao, la co-directrice de thèse de Clarisse Peignot. Tout le monde a pu faire la photo? Tu veux qu'on se décale un petit peu? C'est bon? C'est parfait. Merci beaucoup à vous. Je vous laisse rejoindre la salle. Ah, madame la directrice adjointe de la communication, chargée de la communication recherche, madame Brenner. Olivia Brenner, on l'applaudit, membre du jury. Qu'est-ce qui s'est passé, Olivia, pendant les délibérations? Comment ça se fait que ça a pris autant de temps? On s'est tiré les cheveux, oui. On s'est battu, oui. Voilà, ça... on s'est dit qu'on ne pourrait pas le partager avec vous parce que... Voilà. Et à la fin, vous vous êtes mis d'accord? Bah oui. Oui, il a bien fallu, hein, de toute façon. Donc on s'est recoiffé aussi. Il y en a qui ont été plus vite pour se recoiffer que d'autres. Hein. Oh, je dis ça, je dis rien. Attends. Bon. Donc, nous allons remettre le 3e prix du jury. Ça a été difficile? Trêve de plaisanterie, oui? Non, non, vraiment, oui. Le niveau est élevé. Très compliqué. Très Ils ont été niveau. bons? Ouais. Tous. Donc, qu'est-ce qui fait la différence, au final? Merci. Voilà. Alors, le 3e prix du jury de la finale mondiale, roulement de tambour, s'il vous plaît, de ma thèse en 180 secondes édition 2025, est remis à Vincent Thomas Barouillet. Je sais qu'il y a des membres de l'ATILF, on vient de les entendre dans le public, qui sont très, très, très heureux. Vincent Thomas, un petit mot? Tu prends le micro si tu veux. Alors, je vais être très honnête. Vraiment, je ne sais pas quoi dire.
Vincent, j'aimerais quand même que tu nous dises un petit mot sur ce que tu portes autour du cou. On en a parlé tout à l'heure. C'est une façon d'être vraiment soi. Je peux déposer ceci Oui, pour montrer? tu me le prêtes et je te le redonne. Oui. Et tu y tiens à ce cordon. Donc je porte le cordon tournesol, qui est un moyen de visibiliser le handicap invisible. En effet, je suis porteur d'un trouble autistique, même si je travaille sur la schizophrénie, donc il y a une différence, je ne travaille pas sur ma propre pathologie, heureusement. Pour moi, le cordon tournesol permet d'exister en tombant les masques face à différentes personnes que je peux croiser, qui peuvent mieux comprendre des difficultés que je peux avoir. Et je milite pour que le cordon tournesol soit plus massivement connu. C'est tout récent, ça nous vient d'Angleterre, il est peu connu. Donc le cordon tournesol témoigne donc d'un handicap invisible, qu'il soit psychique, cognitif, développemental, neurodéveloppemental ou même physique, hein, comme une sclérose en plaques par exemple. Donc il faut savoir que dans les aéroports, surtout les aéroports, mais aussi les gares, les supermarchés, le personnel est formé à reconnaître le cordon tournesol, ce qui permet donc une meilleure visibilité du handicap pour permettre de mieux être en société et de ne pas être stigmatisé, de ne pas être poussé à la marge par ceux qui voudraient nous y pousser justement. Et je remercie profondément deux choses. Premièrement, toute l'équipe de MT 180 qui est particulièrement inclusive. Je l'ai expérimenté du début à la fin. Je remercie toute l'organisation fortement du fond du cœur de MT 180 pour ses efforts d'inclusion. Et je remercie aussi l'Université de Lorraine qui me donne l'opportunité de parler de cela maintenant, qui a été pour moi, à travers ce doctorat que j'ai pu obtenir, le moyen d'en arriver là. J'en suis très heureux. Merci. Merci beaucoup Vincent Thomas Barouillet. Une petite photo. Tout le monde a pu prendre la photo. Et faites connaître ce cordon tournesol. Bravo. Pour remettre le deuxième prix du jury, je demande à Monsieur le Président Jean-Paul Rossignon de se déplacer sur scène, chargé de mission SAPS. Le micro, la petite enveloppe, la croix. Donc vous confirmez ce qu'a dit votre collègue à qui vous ne parlez plus, Olivia Brenner. Compliqué donc. C'est le président qui a eu le dernier mot? Vous comptez double? On a beaucoup échangé. Et de la langue de bois. Non, mais sincèrement, non, mais ils étaient tous quand même très très bons. Bah oui, c'est mieux quand il y en a un qui est bon et puis pas les autres. Mais là, ils sont tous bons, donc du coup, on est un petit peu embêtés. Ben voilà. Le deuxième prix du jury, mesdames et messieurs, de la finale mondiale de ma thèse en 180 secondes 2025 est remis à Chloé Przezinski. Chloé Prémiski. Chloé, petit discours. Bon, je vais répéter ce qui a été dit avant, je sais vraiment pas quoi dire. Donc là, je suis en train d'en gagner un petit peu du temps, histoire d'avoir des idées. Je pense que je vais remercier toutes les personnes qui sont venues soutenir les candidats. J'ai pu voir des belles affiches. Vous vous êtes beaucoup investis et en tout cas, je sais que ça nous a tous touchés d'entendre vos applaudissements. Je tiens également aussi à remercier toute l'équipe, la régie également, qui a fait un super travail, le montage et toutes les personnes qui gravitent autour de MT 180. Je remercie également le jury, parce que c'est quand même vous qui m'avez donné ce prix. Et je pense que j'ai fait un peu le tour. Merci beaucoup à toi.
Chloé Premiski. Bon, il me reste une enveloppe. Elle est d'importance. Et un diplôme. Et pour le remettre, j'appelle Madame la Présidente de l'Université de Lorraine, Hélène Boulanger. Donc là, c'est le finaliste mondial, c'est ça? C'est le Federer, en fait, de ma thèse en 180 secondes. Tout à fait. Bon. C'est succinct, c'est clair, c'est... Vous avez passé une bonne soirée, Madame la Présidente? Excellente. Et grâce à tous les collègues et tous les étudiants, doctorants, doctorantes, toutes les personnes qui sont dans la salle, je pense tout particulièrement à la direction de la vie universitaire et de la culture, la direction de la communication et la direction du numérique qui ne viennent jamais sur scène, mais ils sont là derrière les caméras, les spots. Et puis merci beaucoup à toi, Nathalie. C'est vrai qu'il y a du boulot derrière tout ça, hein, donc bravo à tous les organisateurs. Vous avez vu œuvrer un petit peu partout. Et je salue aussi tout particulièrement Arnaud Vanest, le directeur général du CHU de Nancy, qui est avec nous aujourd'hui. Il est avec nous. Il est caché là-bas. Bon, Monsieur Vanest, merci beaucoup d'être là. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et on meuble, hein, parce qu'il y a quelque chose à faire? Vous êtes impatient? Un truc, je sais pas, il y a un pot après, non? C'est pas oui, c'est vrai. Il faut qu'on libère l'amphi. Bah oui. Eh bien, mesdames et messieurs, le premier prix du jury de la finale 2025 de ma thèse en 180 secondes est remis à... Eh oui, lunettes. Clarisse Peignot. Toutes mes félicitations. Je suis très surprise et très heureuse. Merci encore beaucoup à tout le public. Merci beaucoup au jury. Merci aussi à ma famille et à mes amis qui me regardent en live depuis YouTube. Et vraiment félicitations à tous les candidats et merci encore aux formateurs. Je répète un peu ce qui a été dit par Chloé, mais vraiment merci du fond du cœur. Merci beaucoup à Clarisse. Merci beaucoup. Qui, outre ma thèse en 180 secondes, s'investit beaucoup dans la science avec et pour la société. On va faire descendre sous le CRPG. Venez tous, les aliens, les banderoles. On va prendre la petite photo de famille du laboratoire ici. Hop. Alors c'est environ la moitié de l'amphi. Voilà. Qui va se déplacer. Vous avez pris les pancartes, hein? Madame la Présidente, vous restez hein, pour la photo. L'alien. Mais d'où ils viennent Ils viennent vraiment de Mars? Faut lui demander. Hein. D'accord. C'est ça qu'on trouve sur Mars? On peut les applaudir, mesdames et messieurs. Qui est-ce qui veut dire un petit mot pour Clarisse? Allez, Jessica. Non mais Clarisse, elle est brillante. Comme tous ceux qu'on a vus ce soir, un bravo à tous. Franchement, vous êtes impressionnants. Et c'est déjà pas évident de s'engager dans un doctorat. Surtout aujourd'hui, quand on voit où va la recherche, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est énormément de travail, la thèse. Et c'est du travail additionnel, finalement, que de s'engager aussi dans une aventure comme ma thèse en 180 secondes, qui est de la médiation scientifique, qui prend du temps en plus. C'est un autre défi aussi. Clarisse, elle a ça dans le sang, naturellement. Elle le fait beaucoup. Elle l'a fait dans des écoles. Elle le fait dans plein d'événements grand public. Elle partage sa passion avec plaisir. Et donc, on est tous très fiers d'elle. Elle le mérite. Et puis, maintenant, elle n'a plus qu'à continuer à nous faire des beaux petits cristaux martiens. On a hâte de voir la suite. À écrire, puisque c'est pas fini, c'est pas hein. fini, voilà. Voilà. Hein. Donc bravo Clarisse et bravo à tous ce soir. Bravo Jessica. Madame la Présidente, vous voulez dire un dernier mot de conclusion?
Alors c'est vraiment une soirée qui me rend extrêmement fière. Fière de la performance qui a été réalisée par tous les candidats et toutes les candidates. Enfin, vous êtes vraiment littéralement scotchants. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Je suis aussi très fière de mon université et j'espère que vous l'êtes toutes et tous aussi ce soir. Très fière de ce qu'on est capable de montrer, ce qu'on est capable de faire ensemble. Et une soirée comme celle-là, moi, elle va me redonner la patate, mais au moins jusqu'à l'été, comme on nous a recollé l'hiver là, ce matin. Là. Donc au moins jusqu'à l'été. Donc merci à vous toutes et tous. Merci et encore toutes mes félicitations à tous les candidats et toutes les candidates. Merci. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Je vais demander à tous les candidats de monter sur scène. On va se faire une jolie petite photo de famille. Vous pouvez rester là avec vos aliens, hein, y a pas de problème. Venez tous sur scène, vous pouvez les applaudir. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, une très très bonne soirée. Merci de votre fidélité. Et à l'année prochaine pour la 15e édition de Ma thèse en 180 secondes. Bravo à vous!